tous et bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. À Gbéléban, dans le district du Denguélé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré ce lundi un lycée professionnel moderne. C'est un établissement pensé pour former, qualifier et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Ceux-ci bénéficieront de formations qualifiantes sans quitter leur région. La CEI avance dans l'organisation des législatives du 27 décembre prochain. Aujourd'hui, les candidats ont reçu leur spécimen de bulletin de vote et les affiches électorales. C'est une étape très importante du processus qui vise à informer les électeurs, à réduire les bulletins nuls et à promouvoir une campagne électorale apaisée. En Côte d'Ivoire, certains tissus ne se démodent jamais. Ce soir, on s'intéresse donc au pagnanon qui continue de séduire et d'occuper une place de choix dans les marchés comme dans les cérémonies. Cet héritage culturel traverse les modes et les générations. Des messages tissés, chargés de sens, sont portés aussi bien par les femmes que par les hommes. Au Maroc, de violentes pluies orageuses ont provoqué des inondations meurtrières dans la province de Safi. Le bilan est lourd, une quarantaine de morts, le plus élevé depuis 10 ans. Ce drame survient à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025, dont le Maroc est le pays hôte. Voilà, bienvenue sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Nous commençons tout de suite ce journal du côté de Gbéléban, dans le district du Denguélé, avec une très bonne nouvelle pour les populations. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré aujourd'hui même un lycée professionnel moderne destiné à former et qualifier les jeunes sur place. Le reportage est signé Jean-Luc Bambo. À Gbéléban, localité située à 70 km d'Odiéné, c'est un jour pas comme les autres. Les populations sont sorties nombreuses pour accueillir une infrastructure longtemps attendue, le lycée professionnel de Gbéléban. Le lycée professionnel de Gbéléban, grâce à ses infrastructures modernes, à la diversité de ses filières et à ses capacités d'accueil, jouera un rôle majeur dans la mise à disposition du secteur privé de compétences qualifiées. Présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la cérémonie d'inauguration réunit membres du gouvernement, autorités administratives et leaders communautaires. Tous saluent le caractère stratégique de cet établissement pour le Denguélé. Implanté sur un site de 10 hectares, dont 4 hectares bâtis, le lycée professionnel du Gbéléban dispose de 18 bâtiments, des infrastructures sportives et d'une capacité d'accueil de 300 apprenants, dont 225 en internat. Coût global, 5 milliards 370 millions de francs CFA avec le concours du gouvernement chinois. Le lycée professionnel de Gbéléban, faut-il le rappeler, fait partie des 7 lycées dénommés lycée AVIC qu'il a plu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'en autoriser la construction en vue de faciliter la formation des jeunes au métier. Le lycée propose des formations initiales et continues dans 4 filières clés: agriculture, élevage, machinisme agricole, mécanique moto. Des diplômes allant du CAP au BT, sans oublier le certificat de qualification professionnelle. Nous sommes heureux de se retrouver ici, dans cette formation-là. Et nous sommes très pressés de commencer les cours dans les laboratoires pour pouvoir bien soigner les animaux et assurer leur alimentation aussi. Un appel clair lancé aux parents, orienter leurs enfants vers la formation professionnelle, levier essentiel de l'insertion et de la souveraineté alimentaire. La région du Denguélé étant appelée à devenir une zone de référence en production de protéines animales pour nourrir la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre, cette réalisation s'inscrit donc pleinement dans la vision du gouvernement. Il s'agit en réalité d'une politique bien pensée, dont la mise en œuvre effective commence à donner des résultats significatifs. Nous allons continuer. Nous allons renforcer davantage ces programmes d'amélioration de l'offre et de la qualité dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, avec pour objectif de couvrir à moyen terme 15% de la population des élèves et à long terme 30%
contre environ 6% à ce jour. Avec ce nouveau lycée professionnel, ce sont 7 nouveaux établissements de formation technique et professionnelle que le gouvernement met progressivement à la disposition de la jeunesse ivoirienne. À Gbéléban, l'école devient désormais un avenir possible sur place. Et autre très bonne nouvelle dans ce journal, la Côte d'Ivoire inspire confiance aux investisseurs. L'agence Fitch Ratings a amélioré la note financière de notre pays et résultat, la Côte d'Ivoire se hisse désormais au 2e rang des économies les mieux notées d'Afrique subsaharienne. C'est un signal fort, mais avec quelle retombée pour les populations? Suivant ensemble le décryptage de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire a amélioré sa capacité à rembourser ses dettes et la confiance des investisseurs. Le pays présente un faible risque de défaut de paiement et peut donc emprunter à moindre coût sur les marchés. C'est ainsi que des experts de la question interprètent la notation financière Fitch Ratings du 12 décembre 2025 qui fait passer la note de crédit souveraine de long terme en devise de la Côte d'Ivoire de BB- à BB, avec une perspective stable. Une bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne selon les autorités qui expliquent cette bonne note entre autres par la stabilité de l'environnement politique, une croissance économique robuste et une gestion proactive de la dette publique. Le gouvernement se félicite de cette décision qui reflète la pertinence des réformes structurelles menées sous le leadership du président Alassane Ouattara et s'engage à poursuivre le renforcement de la trajectoire de croissance inclusive et durable. Voilà les chiffres rassurent au plan économique et sur la scène politique, le processus électoral avance. La CEI poursuit justement l'organisation des législatives du 27 décembre prochain. Ce lundi, donc, les candidats ont reçu les spécimens de bulletins de vote et les affiches électorales. L'objectif est donc clair, renforcer l'information des électeurs et surtout garantir un scrutin apaisé, nous dit Sidonie Davila. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, la CEI franchit une nouvelle étape, la remise des spécimens de bulletins de vote et des affiches électorales aux candidats. Cette remise porte sur un total de 1000 spécimens de bulletins de vote et 300 affiches destinées à appuyer les candidats dans leurs actions de sensibilisation auprès des électeurs. Je suis chargé de la formation, donc je vais m'atteler à former nos électeurs parce qu'il faut éviter les ratures sur les bulletins. La compétition va commencer bientôt, donc il est mieux de prendre les spécimens pour connaître d'abord la position de ces candidats et puis identifier ça bien afin de voter. Nous allons tout faire pour maintenir la paix sociale et faire en sorte que cette élection soit une fête. À cette occasion, le président de la CEI rappelle les règles d'utilisation de ces documents essentiels à la bonne compréhension du vote et à la réduction du nombre de bulletins nuls. La loi nous autorise à vous donner des spécimens et des affiches. Le visuel, ça me permet de savoir c'est qui. Vous allez apprendre à nos confrères, à nos parents, à nos concitoyens à voter. Un bulletin nul, il ne profite à personne. Au contraire, il cause un préjudice à la CEI qui a dépensé de l'argent. Parce qu'on ne dépense pas de l'argent pour que le bulletin soit nul. On le dépense pour qu'il soit utile. Or, il est nul. Les candidats disposent d'une semaine pour battre campagne. Elle se tient du 19 au 26 décembre prochain. Le scrutin est prévu le 27 décembre. Et justement, les partis politiques se préparent à leur niveau pour ces législatives. Le RHDP vient d'organiser une session de renforcement des capacités de ses responsables électoraux. Le parti veut mieux les outiller avant d'aborder le terrain, nous rapporte Noussangari. Le RHDP prépare activement les élections législatives du 27 décembre prochain. Venus des différentes circonscriptions du pays, les responsables de la cellule de gestion électorale du parti sont à nouveau à l'école. En matière d'élection, tout est important, surtout pour les représentants de bureau de vote qui ne doit rien laisser tomber. Il doit tout prendre en compte parce que sa présence du début de l'élection jusqu'à la fin de l'élection, tout est important. Il faudrait qu'on revienne chaque fois sur les mêmes choses pour faire un vrai recyclage. Elle est très importante pour cette élection-là parce que la victoire du RHDP dépend de ça. Après cette formation, c'est de retourner dans nos bases, dans nos différentes circonscriptions, de dérouler tout de suite le programme de formation auprès des superviseurs et des représentants de bureaux de vote et de commencer de façon opérationnelle à préparer
techniquement l'élection et surtout au niveau de la campagne pour qu'on soit prêt le 27 décembre. Piloté par le secrétariat exécutif adjoint en charge des élections, ce renforcement des capacités a porté sur plusieurs modules. Aujourd'hui, nous avons 4 modules. Le premier module porte sur le mode opératoire défini par la Commission électorale indépendante. Le deuxième module, ce sera la mission des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Le troisième module, c'est la mission des superviseurs des lieux de vote. Et le dernier module va porter sur les outils digitaux que nous avons, qui nous permettent de faire les rapports, qui nous permettent de suivre le vote et qui nous permettent de collecter et de centraliser les résultats. Aujourd'hui, ils sont autour de 300 personnalités que nous avons invitées, qui viennent de toutes les circonscriptions du pays. À travers cette initiative, les responsables du RHDP entendent assurer une présence organisée et efficace dans le bureau de vote, tout en contribuant à un climat électoral apaisé. Le RPP, qui veut aussi bien occuper le terrain politique, a renouvelé sa direction. Le Rassemblement pour la paix, le progrès, le partage a investi Serge Kofi comme nouveau secrétaire général pour un mandat de 5 ans. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du parti à Cocody. Jean Magagui pour le reportage. Serge Kofi est le nouveau secrétaire général du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP. Il est investi en présence de Tiemoko Doumbia, président du parti. Serge Kofi succède à Messé Meïté, jusque-là secrétaire général par intérim. Le nouveau secrétaire général aura pour mission de couvrir les 79 départements du pays et renforcer la base militante. À toi, M. Kofi, je dis, prends ces témoins avec confiance. Les fondations sont là. Tu as les moyens d'aller beaucoup plus loin. Je serai à tes côtés. Mon équipe aussi sera à vos côtés, monsieur le secrétaire général. L'enjeu est très clair, c'est de renforcer le RPP, c'est de faire du RPP l'un des meilleurs partis en Côte d'Ivoire. Serge Kofi promet une gouvernance fondée sur la proximité, la transparence et l'innovation. Je prendrai toute ma part en la déclinaison que j'ai faite tout à l'heure des activités à réaliser, l'implantation massive et le recrutement des militants, la formation et le renforcement des capacités des militants, la communication, l'innovation et la modernisation du parti. Les membres du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage se sont engagés à l'issue de cette investiture à se mobiliser pour être dans le top 5 des partis politiques de Côte d'Ivoire. On quitte le terrain politique justement pour faire maintenant place à la mode. Justement, intéressons-nous aux pagnes, à nous qui continuent de séduire et d'occuper une place de choix, non seulement dans nos cœurs, mais également dans les marchés comme dans les cérémonies. C'est un héritage culturel, intemporel, porteur de messages qui traversent les modes et les générations. Ces messages tissés, vous allez le voir, chargés de sens, sont bien portés par les femmes que par les hommes. Carmel Dia, Adèche Kassi et Luc Thibault nous racontent. Indépendance, c'est avant nos parents, vraiment, le mariage était compliqué. C'est ça qui a fait même qu'ils ont donné les noms des pagnes. Par exemple, voilà, ce pagne dit œil de ma rivale. On appelle ce pagne œil de ma rivale. Bon, je ne sais pas comment tu peux voir les yeux de ta rivale et puis donner un nom. Là, je ne sais pas. Je peux offrir ce paille à mon petit-fils, comme à ma petite-fille, comme un souvenir. Tcha-tcha-tcha, indépendance. Et c'est en son temps-là que ce paille est sorti. On appelle ça Bassam. Et c'est une histoire. Les femmes qui ont marché sur Bassam, et elles ont sorti le paille. Madame Thérèse Oufoué-Boigny. Voilà son paille. Oncle de Madame Thérèse. Et tout ça, nous sommes venus trouver, c'est nos parents qui ont donné ces noms. On ne sait pas comment ils ont vu et puis ils ont donné ce nom. Quand tu te mets à tout complet là, bien habillé, paille, morceau au milieu, tout complet, vraiment, ça montre que tu es vraiment une femme. C'est vrai, les robes, les pantalons, c'est bien, mais n'oublions pas nos cultures. Dans de nombreux foyers ivoiriens, les pagnes à noms, ce sont des histoires, des souvenirs et des pans de vie que l'on conserve jalousement. Un tissu
un message et tout est dit. Entre souvenirs, petites piques et déclarations bien placées, ils savent tout dire sans élever la voix. De la douceur du foyer aux étals animés du marché, les pagnes voyagent de main en main. Ça, c'est la quantité de biens. Ça, c'est 10. Ça, là, mon cœur balance. On appelle ça femme heureuse. Le jour où tu es content dans ton foyer, là, c'est ça que tu portes. Voilà comment tu es capable. Ça, c'est ancien couleur, là. Quand il y a point dedans, puis cette couleur est bien foncée, là. Là, ça tire les clients. Congrès, conseillers, mari capable, chaque pagne raconte son histoire et traverse les générations. Aujourd'hui, là, c'est pagne congrès, ils sont venus prendre. Premier congrès de Côte d'Ivoire, ils ont fait là. C'est ça, on a fait sortir ce pagne là. Autant de notre grand-mère. Moi, j'ai acheté, mais j'ai gâté. Donc, je veux payer encore pour aller remettre dans le mal. Avant de finir dans les malles, ces pagnes glissent parfois de l'humour, des piques, des messages. Un nom suffit et tout est dit. Gare aux rivales et aux époux qui pourraient bien en payer le prix. Il a acheté ça pour ma grande soeur. Pour montrer à la mère de son mari que c'est ma grande soeur qui est là, quoi, tu vois. C'est elle qui est la titulaire. Mais quand on porte communauté de biens, lui-même, il sait qu'on est collé et puis on est serré. Donc, il n'y a pas de problème. Lui-même, on dit bien communauté de biens. Donc, il entend que c'est communauté de biens. Ton pied, mon pied. Donc, où il se déplace, moi aussi, je suis là. Quand une jeune fille est amoureuse de quelqu'un, ou bien le jeune homme amoureux, mon cœur balance. Dans les pagnes de dot, on met mon cœur balance. Ces motifs restent classiques, mais leur succès est indéniable. C'est les anciens pagnes qui marchent actuellement. Les anciens, depuis nous-mêmes là, on n'est pas nés là. Les pagnes qui étaient sortis là, c'est ça toujours qui marche. C'est à 55 000. Généralement, c'est les femmes qui travaillent dans les bureaux là, qui préfèrent les collections pour faire les modèles de coupés. Sinon, les mamans même, les femmes, les ménagères, elles préfèrent les anciens pagnes. Chez Dame Doumbia, styliste modéliste, le pagne à nom règne en maître. Il est devenu sa touche personnelle. Il y a des jolis pagnes ici déjà cousus. Ça, c'est une robe d'une cliente, ça. Elles aiment les anciens pagnes avec le nom. Mon mari est capable. Quand c'est pas ça, ça ne marche pas. Il faut avec les noms. Enfin, mieux que l'argent. Il y a plusieurs pagnes que les femmes aiment, les anciens pagnes qu'elles aiment. Une question se pose alors. Pourquoi ces pagnes classiques fascinent-ils encore, génération après génération? Quand on dit « mon mari m'a laissé » ou « femme capable » ou « yeux voient, bouche parle pas », mais c'est des messages subliminaux qu'on envoie, qui déterminent soit le statut social, soit les humeurs du moment, ou soit des valeurs d'une personne, de façon individuelle ou collective. L'acteur ou l'actrice sociale qui porte ce pagne-là, sans avoir ouvert la bouche, envoie un message aux gens qui sont en face d'elle ou de lui. Ça relève aussi de l'ordre du lien social. Parce que le pagne qui est porté par une femme qu'on appelle « mon mari m'a laissé », c'est soit j'assume mon statut, soit j'envoie un message aux autres pour dire écoutez, je suis peut-être libre. Des foyers au marché, des ateliers de couture aux cérémonies familiales, les pagnes à nom continuent de vivre, de circuler et de se transmettre. Plus qu'un simple tissu, il reste une mémoire collective. Un patrimoine textile qui, génération après génération, ne perd rien de son éclat. Une tradition bien vivante qui ne compte pas se faire détrôner par les nouveaux modèles. Voilà, pagne à nom, un classique toujours d'actualité en Côte d'Ivoire et vous avez certainement fait votre choix pour les fêtes de fin d'année. C'était un reportage de Kamel Dia, Nadège Kassi, Ulrich Thibault et pourquoi pas, certainement qu'on portera ces pagnes pendant les fêtes et justement à l'approche de ces célébrations. Le ministère des Ressources animales et halieutiques renforce la vigilance sanitaire. Une opération de désinfection des marchés de volailles a été lancée afin de prévenir les risques liés à la grippe aviaire. Christian Kouakou, Dangui, le reportage. Opération de désinfection des marchés de volailles de Côte d'Ivoire. Elle a commencé par le district d'Abidjan où plus de 70 marchés font l'objet de lavage et de désinfection. L'opération va durer 10 jours. Cette opération est importante parce que nos marchés de volailles, ce sont des animaux vivants qui sont vendus dans ces endroits. Et ces animaux-là ont besoin d'un minimum de bien-être et d'un minimum de salubrité. Alors, un endroit bien nettoyé pour vendre la volaille permet à l'animal de ne pas tomber malade pendant toute l'opération de vente. Ça évite aux revendeurs
de donner des médicaments aux poulets pendant la vente. Cette opération se déroule en 2 phases, le lavage des lieux et la désinfection. Elle est bien accueillie par l'Association nationale des revendeurs de volailles de Côte d'Ivoire. Cette opération, en tout cas, est la bienvenue. Voilà, ce sont des dispositions que le gouvernement a prises pour pouvoir quand même sécuriser la sécurité alimentaire, afin que ceux qui viennent acheter les poulets soient rassurés, voilà, de la bonne qualité de la viande et des produits qu'ils achètent. Le marché de volailles du grand marché de Trècheville a bénéficié de cette opération qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national où plus de 170 marchés seront désinfectés. La prévention passe aussi par la protection de l'environnement. Ce matin, donc, le ministre Jacques Assaoré a remis des agréments à des bureaux d'études et consultants indépendants. Cela devrait renforcer les évaluations environnementales et sociales. Nous rapporte Grace Kandou. 61 agréments remis aux bureaux d'études et consultants indépendants. Objectif, exercer dans un cadre réglementaire bien défini afin d'améliorer la mise en œuvre des évaluations environnementales et sociales. Les bureaux d'études et les consultants indépendants constituent un maillon essentiel dans le processus de mise en œuvre d'évaluation environnementale et sociale. Leur rôle étant primordial dans l'élaboration des études d'impact environnemental permet d'entériner les décisions de M. le ministre à travers la signature des arrêtés d'approbation des études, des projets de développement. Toutes les activités, comme l'indiquent les textes, l'article 68 notamment, que toute activité économique doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Donc notre activité, justement, amène les opérateurs économiques à respecter les normes environnementales. Notre cabinet est spécialisé en études d'infrastructures, notamment en bâtiments et travaux publics. On fait aussi le contrôle des travaux, aussi bien en bâtiment qu'en route. Avec donc cet agrément, nous allons pouvoir travailler tranquillement sur ces projets-là pour améliorer le cadre de vie. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, avec l'adoption du nouveau Code de l'environnement et du décret encadrant les évaluations environnementales, la Côte d'Ivoire a franchi un cap décisif. Dans un pays en pleine transformation, les évaluations environnementales et sociales ne sont pas une formalité. Elles sont un outil de gouvernance, un instrument de prévention des crises et un levier de confiance entre l'État, les investisseurs et les populations. Les bureaux d'études et les consultants indépendants ont donc une responsabilité stratégique: éclairer la décision publique, sécuriser les investissements et protéger l'intérêt général. Sur 64 dossiers enregistrés par la commission technique des agréments, 61 ont été retenus, dont 2 consultants indépendants et 59 bureaux d'études. Voilà, on n'oublie pas aussi de soutenir l'emploi des jeunes. Dans la région du Cavali, la ministre d'État Anne Désiré Ouloto a remis des chèques et des dons à des jeunes des 4 départements de la région. C'est une action en faveur de l'entrepreneuriat et de l'insertion socio-professionnelle. Chris Ephraim Diomandi est notre correspondant sur place. Ils sont 197 jeunes issus des 4 départements de la région du Cavali, âgés de 18 à 45 ans. Après 6 mois de formation aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ils ont reçu chacun un chèque de 120 000 francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans un programme du gouvernement ivoirien mis en œuvre par l'agence Emploi Jeunes visant à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour renforcer cette action, la présidente du conseil régional du Cavali, Anne Désiré Ouloto Lamizana, a apporté un appui conséquent aux bénéficiaires. Son don comprend notamment des mototricycles, des brouettes, des poubelles, des tracteurs, ainsi que plusieurs tonnes d'engrais destinés à soutenir leurs activités génératrices de revenus. Ce programme n'a pas été seulement un appui financier, mais un véritable tremplin envers notre insertion professionnelle durable. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour une jeunesse autonome, responsable et pleinement actrice du développement économique et social du Cavali. Jeunes bénéficiaires, jeunesse CNJCI, jeunesse communale, jeunesse des partis politiques, jeunesse des organisations non gouvernementales et de toute autre association, je veux compter sur vous pour être les ambassadeurs de la politique du président Alassane Ouattara. Politique de paix, politique de développement et d'épanouissement des jeunes, des femmes et des familles.
Ces appuis visent à soutenir les initiatives génératrices de revenus, à renforcer la capacité entrepreneuriale des bénéficiaires et à faciliter leur insertion socio-professionnelle durable. Ce sont des opportunités concrètes qui sont offertes aux jeunes, des revenus décents, une expérience professionnelle valorisante et une participation active au développement local. Dans le Cavalier, ces jeunes repartent mieux outillés et déterminés, prêts à devenir de véritables acteurs du développement de leur localité. Investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. Mais cet avenir ne peut se construire sans paix et sans cohésion sociale. À Bongouanou, donc, dans la région du Moronou, l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a entamé une tournée de sensibilisation en vue d'élections législatives apaisées. Explication détaillée avec Herman Yamien. Le département de Bongouanou reçoit la visite de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Une mission de terrain placée sous les signaux de l'apaisement et de la prévention. Première étape, Nguessankro, village durement touché par les violences électorales. La ville de Nguessankro, plus 2-3 villages autour de Nguessankro, il y a eu quelques grabuges. Mais bon, bien entendu, c'était marginal. Marginal que ce soit, il faut venir leur parler encore pour qu'ils comprennent. Et donc je crois que c'était ça, pour demander à tout le monde d'aller aux élections sans problème, sans difficulté particulière. Le message est clair, tirer les leçons du passé pour garantir des élections législatives sans violence. Après Nguessankro, la délégation a mis le cap sur Aouniafoutou, puis à Siokoumassi. Dans ces localités, Théophile Awandoli a insisté sur le respect des lois de la République et sur l'importance d'un climat apaisé pour le développement local. Aujourd'hui, à l'entame des élections législatives, la présence de l'inspecteur général d'État nous apaise, nous apporte un souffle. Et le message que tout à l'heure il a ventilé et distillé, c'est un message d'apaisement. C'est une sensibilisation forte pour nous aider à comprendre le nécessaire d'une élection vraiment apaisée. Nous enregistrons vraiment, on dit merci pour ces démarches. Cette tournée qui se poursuit dans plusieurs autres villages du département de Bongouanou s'inscrit dans une démarche globale de sensibilisation et de réconciliation à l'approche d'un scrutin législatif décisif pour la stabilité du pays. Voilà comme on le voit, la paix rassemble, mais les valeurs unissent aussi. À Fès, au Maroc, où je vous conduis, le président du COSIM, Aïma Ousmane Diakité, a reçu la plus haute distinction honorifique africaine de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, une reconnaissance de son engagement pour un islam de paix et de tolérance. Pagas reconnu de Madongui est notre envoyé spécial. Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, honoré par Sa Majesté le roi du Maroc à travers la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a reçu la plus haute distinction de la Fondation, le Grand Prix honorifique africain de recherche sur les constantes religieuses. C'était à Fès, au Maroc, à l'occasion de la 7e réunion annuelle des 48 pays africains que compose la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Son prix reçu des mains du secrétaire général de la dite fondation, Sidi Mohamed Rifki. Ce prix est un défi pour moi. Le défi, c'est quoi? Vous avez été distingué à un niveau de responsabilité. Donc le défi est de ne plus reculer. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a tenu à exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, au COSIM et aux responsables de la fondation, à sa tête, le roi Mohamed VI du Maroc. Le président du COSIM a aussi reçu les félicitations de ses plus proches collaborateurs, mais également du président de la fondation section Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes honorés et nous sommes fiers pour lui et on lui dit félicitations pour ce grand prix. À l'occasion de cette cérémonie de distinction de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, en plus du président du COSIM, des élèves ivoiriens ont également été distingués pour avoir remporté les concours de la Fondation en mémorisation, récitation et psalmodie du noble Coran, mais également en hadith. Je dis merci à la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Je dédie ce prix à Oustad Tahir qui m'a aidé à mémoriser le Saint-Coran. Le Grand Prix honorifique africain de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains de la recherche sur les constances religieuses communes était
à sa deuxième édition. Voilà, c'était le compte-rendu de notre envoyé spécial Pagasore Kono de Madongui sur la distinction honorifique de Cheikhou Laïma Ousmane Diakité, président du COSIM. On reste au Maroc, où malheureusement de violentes pluies orageuses ont provoqué des inondations meurtrières dans la province de Safi. Le bilan est lourd, une quarantaine de morts, le plus élevé enregistré dans le pays depuis 10 ans. Un drame qui survient à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le Maroc est le pays hôte. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure dans la paix et à 13h retrouver Nafissi Atouf.